On va lancer cette table ronde avec cette question en tête. On va parler d'économie régénérative. Est-ce qu'on parle d'un effet de mode? Est-ce que c'est juste hype, le régénératif? Ou est-ce qu'on est en route pour poser une nouvelle norme? Et on a de la chance aujourd'hui. On a deux chances. La première, c'est d'avoir Fabrice et Sophie avec nous, qui sont à la fois des experts et des praticiens du sujet. Et aussi, on a un peu de temps, puisqu'on part sur 50 minutes. On n'est que 3 sur cette table ronde. Donc, en fait, on va avoir le temps de parler calmement, de donner des exemples, d'interagir aussi avec vous, de s'écouter et d'aller un peu en profondeur sur ce sujet, parce que ce n'est pas un sujet qu'on peut aborder de manière superficielle. On a vraiment besoin de prendre le temps d'aller en profondeur et surtout de donner des exemples. Et pour ça, on aura Sophie qui vit le régénératif au quotidien dans son entreprise. Mais pour commencer, j'ai une première question. Donc, je vais jouer 2 rôles. Moi, j'ai des idées sur le sujet, donc je suis modérateur et aussi je m'exprimerai pour essayer peut-être d'apporter des points de vue complémentaires de nos 2 experts. Mais on va commencer par cette première question sur ce sujet de l'économie régénérative. D'où vous parlez l'un et l'autre? Et à tout seigneur, tout honneur, on commence par Sophie. Merci Eric. Donc, moi, je m'appelle Sophie Robert-Velu. Je dirige une entreprise qui s'appelle Expanscience, qui est une entreprise qui a été fondée en 1950, qui aujourd'hui est détenue par une seule famille, les Berthomé, dont je ne fais pas partie. Et cette entreprise, elle a été créée au démarrage avec le lancement d'une marque que peut-être vous connaissez un peu plus que le nom de l'entreprise, qui s'appelle Mustela. Donc, ce sont des produits de soins cosmétiques, lavants, soins, etc. pour toute la famille. Et puis, on a, au fil des années, développé 2 autres activités. Une activité qui fabrique des médicaments et des dispositifs médicaux autour du bien-être avec l'âge, notamment articulaire, donc tout ce qui est prévention ou accompagnement de l'arthrose. Et puis, on a développé aussi une activité de fabrication d'actifs cosmétiques et nutraceutiques. Donc, c'est des ingrédients actifs qui vont prouver leur efficacité, qu'on utilise soit dans des cosmétiques, soit dans des compléments alimentaires, qui sont tous d'origine végétale et sur lesquels la spécificité qu'on a développée, c'est que ces ingrédients, on les source correctement, on essaye de travailler sur des contrats notamment qui respectent le producteur, qui respectent les sols, mais aussi on travaille sur du coproduit de l'industrie alimentaire notamment, donc tout ce qui est, vous prenez du jus de maracuja, par exemple, il reste les graines, nous on récupère ces graines au lieu qu'elles soient détruites, on va les sécher, les presser, en extraire une huile, valoriser cette huile, voir l'efficacité qu'elle peut avoir dans la peau, etc. Donc 3 activités, une en B2B, les actifs, et 2 autres plutôt en B2C, aux consommateurs directement ou aux patients directement. Pourquoi je parle parce qu'au-delà d'opérer une entreprise, cette entreprise, elle a signé en 2004, par l'intermédiaire de mon actionnaire, le pacte mondial de l'ONU. Et suite à ça, ils ont engagé une transformation progressive vers de la RSE à la papa, comme tu dis souvent. Mais quand même, c'était assez pionnier finalement en 2004 de commencer à travailler sur ces sujets-là. Mais on était sur naturalisation des formules, un peu plus de traçabilité sur quelques ingrédients, des emballages pas trop nocifs. Ça restait assez soft. Sauf qu'il y a eu une radicalisation, on va dire, de l'entreprise petit à petit en découvrant ces sujets. Et donc, on est Bicorp maintenant depuis 2018 et on est passé premiers alumni de la CEC, donc de la première promo de la CEC. C'est comme ça que j'ai connu Eric, qui est fondateur de la Convention des entreprises pour le climat, mais tu vas te présenter après. Et on a aussi, la même année qu'on a suivi la convention, décidé de passer société à mission. Donc, avec un statut qu'on a choisi pour intégrer au sein de l'existence même de l'entreprise autre chose que la recherche de profit et de se dire que finalement le but de l'entreprise peut pas s'arrêter là dans la mesure où le monde économique a plutôt contribué à détruire les écosystèmes naturels ces 100 dernières années. Il faut que maintenant dans les entreprises il y ait un deuxième objectif que juste le profit des actionnaires. Donc on a travaillé sur une mission qui est autour d'aider les individus à façonner leur bien-être, donc autour vraiment du One Health tel que l'Organisation mondiale de la santé le définit, avec beaucoup plus de prévention, une santé préventive, mais avec l'idée que notre santé est totalement dépendante de celle de la planète, et donc avec des objectifs de mission qui sont beaucoup sur à la fois contribuer aux objectifs climatiques, à la réduction de la perte de biodiversité massive qui est engagée, et puis un travail sur imaginer des business models, des activités qui n'iraient pas détruire finalement, continuer à contribuer à cette destruction, mais plutôt des business models qui régénèrent,
D'où la notion de régénération. C'est de se dire finalement, on a contribué à détruire, il faudrait qu'on contribue à réparer. À la fois les environnements naturels, mais aussi sociaux. Et donc, c'est ça les missions qu'on s'est données dans l'entreprise. Donc, moi, je parle plutôt en tant que praticienne, comme tu dis. Mais après, j'ai pas envie de dire que notre entreprise est régénérative aujourd'hui. C'est pas du tout le cas. En revanche, on essaye d'avoir cette visée-là, de se dire, finalement, de manière nette, est-ce que notre contribution est positive ou est-ce qu'elle est encore négative ou neutre? Et comme on a vachement détruit, il faut commencer à devenir positif à un moment, mais c'est vraiment pas facile. Donc ça demande de réfléchir à des nouveaux cas expérimentaux et petit à petit d'aller creuser ce cheminement-là, mais on va en parler un peu plus. Merci beaucoup, Sophie. Merci d'être avec nous, parce que quand on est dirigeant d'entreprise, on a un agenda hyper chargé. Donc, merci de prendre ce temps-là. Et peut-être maintenant, tu parles d'un point de vue assez différent, Fabrice. Déjà, tout petit sondage, qui connaît Fabrice Bonifay ici, dans cette salle? Oui, donc moitié-moitié. Donc, il y a quand même des gens qui vont te découvrir, Fabrice, avec ton franc-parler. Donc, à toi, cette même question. D'où tu parles, Fabrice? Je parle d'ici, là. Non, je suis le président du C3D. Donc, vous connaissez le C3D? Oui, un petit peu quand même. Donc, qui est une association qui a été créée il y a 19 ans et qui regroupe aujourd'hui 424 entreprises à jour de cotisation et dont la mission est d'accompagner les responsables RSE des entreprises, essentiellement les grandes entreprises, dans la mise en place de nouveaux modèles d'affaires plus compatibles avec les limites planétaires. Donc, alors, les niveaux de maturité au C3D sont très différents d'une entreprise à l'autre, mais on s'est donné cette mission-là d'accompagner les responsables RSE qui eux-mêmes doivent accompagner leurs dirigeants, les dirigeants de ces mêmes entreprises dans ce shift pour passer d'un modèle prédateur à un modèle contributif, régénératif. Donc, il y a plein de choses à modifier, on va en parler. Et on a créé au C3D au mois d'avril de l'an dernier une association sœur destinée non pas aux responsables RSE, mais aux citoyens conscientisés, aux salariés qui ont envie d'agir, mais qui ne savent pas toujours comment, qui ont compris l'urgence, mais qui sont un peu démunis sur la façon de s'y prendre pour faire bouger les choses de l'intérieur. Donc, on a monté cette association très rapidement. Il y a déjà 2700 membres, à jour de cotisation aussi. Et dans cette association, qui s'appelle GenAct, on leur propose des contenus à très haute valeur ajoutée sur la façon de comment comprendre le monde qui vient et comment le transformer avec des nouveaux modèles d'affaires à visée régénérative, tout ce qu'on doit savoir dans ce domaine-là, pour que ces collaborateurs puissent se sentir mieux armés pour aller proposer à leur hiérarchie d'expérimenter ces nouveaux modèles dans leur sphère d'influence. Et 10 mois après, on est quelques milliers maintenant. On va tout faire pour continuer d'augmenter ce nombre, bien sûr, avec des offres entreprises. D'ailleurs, les entreprises peuvent payer des forfaits GenAct aux collaborateurs qui ont vraiment le plus envie d'agir et d'être efficaces. On le propose aussi aux écoles d'ingénieurs, aux écoles de commerce, parce qu'en fait, dans ces écoles-là, on apprend l'économie de la mort. On leur dit, tant qu'à faire, ce serait bien que vous puissiez apprendre aussi à vos étudiants l'économie de la vie. C'est quand même plus fun. Et on commence à avoir des écoles qui nous prennent aussi des forfaits. Et ça, c'est bien. Donc, je suis content de parler de ce sujet avec vous parce que le problème, c'est le modèle économique en réalité. Donc, c'est comment on arrive à gagner sa vie sans détruire le vivant. Il est grand temps de s'y mettre. Et heureusement, maintenant, il y a des solutions, et des solutions y compris financières, d'ingénierie financière pour renverser, de comptabilité qui doit changer. Et d'ailleurs, on travaille beaucoup en ce moment au C3D sur ces nouveaux modèles d'affaires à visée régénérative sur la partie comptabilité et finance. On a fait un super colloque hier pour expliquer comment financer l'économie de la fonctionnalité et la coopération. J'espère qu'on va en parler cet après-midi. Et toi, Eric, d'où tu parles? Qui es-tu, Eric? C'est vrai. Donc, d'où je parle là, déjà, on a des points de vue d'une dirigeante. Toi, tu es en prise directe avec donc les directeurs développement durable. Et puis, avec GenAct, on essaie de toucher tous les employés, toutes les fonctions de l'entreprise. Donc, on aura différents points de vue et aussi dans les questions-réponses. Moi, j'ai travaillé dans un grand groupe. Tu ne l'as pas dit, Fabrice, mais toi aussi, tu as travaillé longuement dans une boîte du CAC 40 qui fabrique des bâtiments, des infrastructures. Moi, j'ai travaillé dans un grand groupe qui fabrique des pneumatiques. Pendant plus de 20 ans. Et à un moment donné, je me suis dit que cette économie, en tout cas le business as usual, on va en reparler, il nous emmenait dans une trajectoire qui m'a fait très peur. C'était en 2020 et donc j'ai une intuition, un élan. Je ne comprends toujours pas pourquoi, parce que je suis normalement averse au risque, mais là j'ai eu envie de contribuer à quelque chose et j'ai pris 2 années sabbatiques pour tenter un projet qui s'appelait la CEC, la Convention Entreprise Climat. Il y a quelques dirigeants d'entreprise, dont Sophie, qui ont fait confiance à l'équipe, qui nous ont donné 12 jours de leur agenda en 2021-2022 pour justement répondre à cette question.
comment prendre l'entreprise, ils étaient 150, et comment revenir dans les limites planétaires. Donc on a fait cette expérimentation, on a eu 150 belles feuilles de route. Une des plus emblématiques, c'est la tienne Sophie, tu en reparleras. Et depuis, cette association, puisqu'on est une association d'intérêt général, ce qu'elle cherche à faire, c'est voir toutes les manières pour contribuer à ce que l'économie française bascule d'une économie extractiviste aujourd'hui vers une économie régénérative. Donc la question d'aujourd'hui, elle est dans notre raison d'être en tant qu'association, que l'économie dont on va parler aujourd'hui, elle devienne la nouvelle norme. Et je crois que vous allez sentir aussi que si c'est le cas, c'est un changement civilisationnel dont on parle. C'est-à-dire que finalement, on donne un meilleur futur, un bien meilleur futur aux générations futures. Donc c'est ça qui m'anime. Et donc on va se lancer. On va se lancer avec une première question un peu icebreaking. Et vous pouvez réfléchir dans votre tête aussi. C'est une question qui est de diagnostic. Où est-ce qu'on est aujourd'hui? Donc là, le 6 février 2026, sur l'économie française. Et c'est une question de 1 à 10. Donc 1, c'est une économie française qui est coincée dans le business as usual, c'est-à-dire qui fait du business comme il y a 50 ans. Et 10, ce serait une économie française qui a fait la bascule et où tout le monde a compris qu'il fallait se mettre dans le paradigme de l'économie régénérative. Donc, dans l'économie du donut aussi, c'est à peu près équivalent. Donc, le 1, c'est rien n'est fait. Et le 10, c'est on y est et on peut dormir tranquille. Donc, je vous laisse réfléchir dans votre tête, vous donnez une note et après, vous expliquez un peu votre note. Qui veut se lancer? Où est-ce qu'on est là, maintenant, aujourd'hui? Bon, alors moi, j'ai réfléchi avant, heureusement quand même. Moi, je lui mets 3 sur 10 à l'économie française. Et alors, pourquoi ? Parce que, en fait, j'ai essayé de réfléchir à des indicateurs comme ça en vrac qu'il fallait qu'on regarde pour savoir où en était l'économie française. Donc, je me suis noté les indicateurs environnementaux, évidemment, à l'intérieur desquels il y a notre capital naturel, déjà dans quel état il est aujourd'hui, nos forêts, notre eau, nos sols. Mais aussi comment on est engagé dans une réparation ou une régénération de ce capital naturel. Il y a l'enjeu, toujours dans les indicateurs environnementaux, de circularité. Est-ce que l'économie française, elle est beaucoup dans la circularité ou pas? La contribution au climat, donc évidemment notre part énergétique, mais aussi notre bilan carbone, notre empreinte carbone importée. Il ne faut pas oublier qu'on achète quand même pas mal de trucs à l'étranger. Et puis après, il y a les indicateurs sociaux et de bien-être. Dans lesquels on va regarder, comme tu le disais, pour le donut de Kate Rainbows, il y a, pour moi, le plancher social, il y a la protection et la répartition des richesses, tout ce qui est filet de sécurité, donc redistribution, etc., mais aussi l'état de notre pauvreté et de nos écarts. Est-ce qu'on est dans une bonne dynamique ou une mauvaise dynamique? Et puis enfin, troisième grand critère pour moi, c'est la gouvernance. C'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui, on a un alignement de la finance publique avec climat et biodiversité? Est-ce qu'il y a des investissements publics en France sur ces sujets-là? Est-ce que le normatif est un peu énervé ou pas? Et est-ce qu'il va dans le bon sens? Donc, au global, je mets 3 sur 10 parce que je pense qu'il y a des choses qui sont pas mal en France, qui sont un peu différentes du reste, notamment sur les aspects plancher social et redistribution. Pour autant, la pauvreté augmente en France depuis quelques années maintenant. Donc, en fait, on a été longtemps assez leader sur ces sujets, même en Europe, et c'est moins le cas. Sur les aspects environnementaux, sur le capital naturel, on a un bio, par exemple, une agriculture biologique qui a eu à un moment une dynamique assez forte, mais aujourd'hui on stagne depuis quelques années. Et on a des pays qui sont plus en avance que nous, notamment en Europe. Et puis sur la circularité, on est dans le premier tiers de l'Union européenne. Mais pareil, il y a de la stagnation, notamment sur les sujets réemploi, réparation. C'est-à-dire qu'on s'est mis à fond sur le recyclage. Mais sur économie de l'usage, comment faire pour éviter justement que les gens jettent et qu'ils réparent, on n'est pas hyper bon. Il y a des pays qui sont meilleurs que nous. Et puis sur la gouvernance, c'est un peu triste à dire, mais je pense que, évidemment, on investit beaucoup. On a l'ADEME qui fait un boulot merveilleux, magnifique. Mais pour autant, l'Union européenne, ces derniers mois, est beaucoup revenue en arrière, a stoppé, a mis du stand-by sur les réglementations. La loi AGEC, pour le coup, avait été plutôt un bon signal. Mais en fait, il y a 3 ans, j'aurais pas eu la même réponse sur ces sujets-là. Je pensais que la gouvernance était plutôt un peu radicale. Et je trouve qu'aujourd'hui, les reculs sont quand même assez nombreux, ou la stagnation est assez nombreuse. Donc voilà, c'est peut mieux faire. Et surtout, il faut souffler sur les petites braises qui restent, parce que là, sinon, ça va s'éteindre complètement, quoi. Merci Sophie. Fabrice? Ouais, moi je mettrais aussi 3 tendances basses. Hein. 3 moins, comme
comme ceux qui font les notations financières, là. Non, c'est quand même dramatique. Je ne veux pas faire mon fressos, mais la transition, elle n'a pas véritablement commencé, parce qu'on n'a pas fait grand-chose, en réalité, sur les grands indicateurs qu'il faudrait pouvoir voir évoluer dans le bon sens. Alors, les émissions de gaz à effet de serre, je crois que l'an dernier, on était à moins 1,1%, 1, quelque chose, alors qu'on devrait être à moins 5% d'ici 2030. Donc, en fait, on a choisi la mort lente. Donc on va moins vite vers le mur, mais on y va toujours. Donc c'est pas quand même très, très satisfaisant. Donc sur ce sujet, c'est juste dramatique. On a une classe politique, enfin, on en est même à inviter l'extrême droite dans des événements comme celui-là. C'est pour dire à quel point on est tombé quand même très bas. C'est vraiment dramatique. Et donc au niveau politique, c'est vraiment très pauvre, les débats, parce que le sujet, c'est comment on réenchante ce sujet de la transition, autrement qu'avec les discours habituels de l'interdiction, l'économie, on appelle l'écologie punitive, la restriction. Donc ça, tant qu'on aura ces discours-là, on est mort. Il faut qu'on réenchante le discours en disant, bah oui, l'écologie, c'est plus de santé, c'est plus de pouvoir d'achat. Oui, on va y revenir. C'est plus de bien-être, c'est plus d'épanouissement, c'est plus de temps personnel, c'est moins travailler comme des zombies. Je pense que si on tient ces discours-là, on peut quand même réenchanter le discours et aller chercher des électorats qui ont un peu déserté en fait le camp du progrès. Et je pense que là, on a vraiment un autre récit à adopter si on veut vraiment s'en sortir, parce que là, on est complètement au fond du trou. Alors si on reprend maintenant la façon dont on pourrait s'en sortir, pour y arriver, on a bien vu que les politiques, c'est quand même mal barré. La classe politique n'a plus la confiance des Français. Les Français vont plus voter. Ils n'ont pas de propositions concrètes à faire. Ça se fera au niveau des entreprises. Et pour que ça se fasse au niveau des entreprises, la seule chose que les entreprises comprennent aujourd'hui, et je suis bien passé pour vous le dire, le problème, c'est le modèle d'affaires. Voilà, comment je paye les salaires, tout en arrivant à avoir un impact meilleur, voire un impact positif, régénératif. Si on parle ce discours-là à des chefs d'entreprise, ça, c'est audible. Si on leur parle, oui, il faut faire un peu mieux, bon, ça, on a essayé pendant 20 ans de leur dire qu'il faut faire un peu mieux, ils ont fait. Mais en fait, ça n'a strictement rien changé. Parce que la RSE 1.0 qui a consisté à faire toujours un peu mieux ce qu'on a toujours fait, en fait, on a toujours fait ça. Les entreprises ont toujours fait ça. Et quand on fait simplement un peu mieux ce qu'on a toujours fait en restant sur une approche linéaire, on fait ce qu'on appelle de l'efficacité, de l'optimisation. Donc oui, on utilise moins d'énergie, oui, on utilise moins de matières premières, mais effet rebond, parce que bien sûr, quand vous avez un produit qui est moins chargé en énergie grise et il y a moins de matières premières, il est moins cher, donc il est plus accessible, il est plus facilement accessible à une assiette plus importante de clients. Donc ce que vous gagnez en intensité, vous le perdez en volume, et en valeur absolue, vous ne gagnez rien. Donc retour à la case départ. Le problème, c'est le modèle. Donc il faut rompre avec le linéaire. C'est ça la question. C'est comment on arrive à rassurer les industriels en disant qu'ils vont toujours générer autant de flux financiers ou presque autant, mais en adoptant une dynamique qui n'est plus extractiviste. Et ça, c'est pas l'économie circulaire à la papa, comme certains nous le disent, on va recycler, etc. Ça, c'est des gros monsters. Non, c'est le réemploi, c'est l'économie de la fonctionnalité de la coopération, c'est fabriquer moins, mais utiliser plus, beaucoup plus, intensifier l'usage et créer une nouvelle classe d'actifs. Parce que c'est ça qu'il faut arriver à mettre dans la tête de nos financiers aujourd'hui. C'est ce qu'on est en train de faire au C3D. Créer une nouvelle classe d'actifs dans les entreprises, qui est la classe d'actifs capital nature. C'est ce qu'on essaye de faire. On a fait une super conférence hier avec des banquiers sur ce sujet, où on va proposer aux législateurs et à ceux qui écrivent les normes comptables que finalement, il y a un capital qui est le plus important de tous dans les entreprises, c'est le capital nature, mais qu'on ne fait rien pour le protéger parce que comptablement, on n'a pas besoin de le protéger. Aujourd'hui, une entreprise, en pillant la nature, compte ce qu'elle gagne, mais elle ne compte pas ce qu'elle doit à cette même nature. C'est une catastrophe, notamment dans l'obligation qu'on aurait de restaurer les puits de carbone, de faire en sorte d'améliorer la biodiversité par le fait que, comme on l'a détruit d'un côté, il faudrait quand même prévisionner dans le compte de résultat les sommes qui sont nécessaires pour la réparation. On ne le fait pas parce qu'il n'y a pas d'obligation de le faire. Et donc, créer cette classe d'actifs capital nature, ça permettrait de faire quoi? Ça permettrait de dire à chaque fois qu'on utilise des matières premières, minérales notamment, qui ne se renouvellent pas, eh bien, il y a certains types de matières premières aujourd'hui qui vont continuer de s'amortir sur des durées courtes parce qu'il y a de l'usure. Il y en a d'autres qui pourraient s'amortir sur des durées beaucoup plus longues parce qu'il n'y a pas d'usure, on pourrait les récupérer, et d'autres qui ne s'useront jamais. Et c'est ce qu'on appelle la pérennité programmée. Alors pourquoi l'amortir? Pourquoi l'amortir? Pourquoi le vendre?
Et donc, les industriels pourraient rester propriétaires de tout cela. Ça améliorerait leur bilan, parce que ça sera un actif positif à leur bilan. Du coup, elles pourraient se financer plus facilement, parce que les banques pourraient leur prêter de l'argent pour leur développement sur la base de leur capital nature, précisément, qui ne se déprécie pas. Et donc, quand on a un gros capital nature, avec beaucoup de matières premières qui ne se déprécient pas, eh bien, on a une garantie à apporter aux financiers qui vont pouvoir prêter de l'argent, parce qu'en face, il y aura ce capital nature qui est tellement important pour la pérennité du business. Donc finalement, tout ça, c'est un problème de comptabilité. Et on va faire des propositions de loi avec des députés pour changer le droit comptable, pour faire émerger cette nouvelle façon de compter la valeur, finalement, et arriver donc à faire de l'argent, non plus par la destruction et le pillage, mais faire de l'argent par ce qu'on appelle la pérennité programmée des infrastructures, par l'intensification d'usage des produits, retrouver de la réparabilité, retrouver du temps long, donc moins de produits, mais des produits de meilleure qualité qui amélioreront l'expérience client des utilisateurs. Ça, c'est la vraie révolution et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. On peut applaudir Fabrice sur cette envolée. On avance dans le déroulé qu'on avait prévu. Je reviens juste sur la question. Donc une échelle de 1 à 10. Moi, je donne mon point de vue qui serait, puisque là, on est sur l'économie française et tous vos arguments sont bons. Moi, je mettrais quand même un 4, 4,5, parce que dans l'histoire des idées et des changements de paradigme, on sait qu'un changement de paradigme, c'est quelque chose qui est très difficile, qui prend du temps. Et il y a des cheminements, et dans l'histoire, les sociologues ont travaillé là-dessus. Et donc, ce qui se passe en ce moment, un peu le backlash, la résistance de l'ancien paradigme dans lequel on est tous un peu enfermés, c'est très dur de se réinventer. Et je trouve qu'en France, justement, on a des avancées, on a des chercheurs sur le sujet. C'est quand même là que ça se passe en ce moment. On le voit dans les écoles de management aussi. Donc, ça bouge avec effectivement des freins, des résistances. Mais on n'est pas à l'abri d'être à 4, 5 et d'avoir un effet de basculement, parce que c'est aussi beaucoup plus enthousiasmant. Et c'est quand même un challenge intellectuel pour les nouveaux qui se lancent aussi dans le business, d'aller craquer ça et de se dire maintenant on va faire du business qui fait du bien à la société et être fier d'être dans nos entreprises. Donc il y a une poussée d'Archimède pour aller à cet endroit-là et moi je peux la ressentir, mais je sais que j'ai un biais de positivité, donc je laisse sur un 4 et en dessous de 5. Et quand même juste un rebond par rapport à ce que tu viens de dire Fabrice, c'est qu'on n'a pas d'autre chemin en France que d'aller vers cette économie-là. On va y aller de gré ou de force, parce qu'on a très peu de matières premières, on a très peu de ressources fossiles en France, donc on importe tout, et va y avoir, et on le sent déjà, une crispation géopolitique, parce que comme il y a moins de ressources, eh bien, les plus forts vont essayer d'accaparer ces ressources, et on ne va pas toujours être les premiers de la liste. Donc, il faut se préparer à faire durer beaucoup plus longtemps et à partager, être beaucoup plus smart sur comment on fait tourner les actifs. Donc, de toute façon, il faut qu'on s'organise. Ok, ça m'emmène vers la question d'après. La question d'après, on a commencé à brosser un peu le portrait et les marqueurs de cette économie, et c'est une question très difficile, je vous préviens. Je ne sais pas si je vais arriver à répondre, mais vous avez un challenge, c'est de donner à, on va dire, un étudiant en première année d'école de commerce qui arrive et il vous pose la question en 2 phrases, comment vous pourriez décrire l'économie régénérative? Donc voilà, c'est un étudiant, il a 20 ans, il arrive et vous avez 2 phrases pour lui dire à quoi elle ressemble cette économie régénérative. En 2 phrases, c'est l'économie de la vie. C'est au service de la vie, au service des conditions d'habitabilité de la planète. Voilà, c'est le contraire de l'économie de la mort. Donc, on ne pille plus pour faire de la valeur économique, on régénère pour vivre mieux. Et créer, bien sûr, les ressources financières qui sont nécessaires pour ça, parce qu'on peut pas tout fabriquer soi-même. On a toujours besoin de l'argent qui est une communauté. Mais par contre, de parler d'économie de la vie, l'économie qui protège la vie, l'économie du soin, care, ça, c'est quand même vachement positif. Aujourd'hui, les entreprises qui gagnent le plus d'argent sont les entreprises qui pillent le plus. Ça, c'est pas tolérable, on peut pas continuer comme ça. Donc j'ai déjà dépassé 2 phrases, vous avez compris le truc. Voilà. Tu as déjà fait un coup de gueule, donc tu n'as plus le droit à d'autres coups de gueule. Alors, Sophie. Moi, je me souviens avoir répondu à cette question pour toi, mais c'est pour un enfant de 5 ans. Mais en tout cas, j'avoue que dans le régénératif, ce que j'aime bien, parce qu'il y a plein de manières de parler de ces sujets-là et il y a plein de sous-concepts. Donc l'idée n'est pas de choisir entre le régénératif, la robustesse, etc. C'est de se dire,
trouvons les bonnes méthodologies et finalement chacune apporte au scope et aux outils des entreprises. Mais ce que j'aime bien dans le régénératif, c'est l'idée que finalement, quand je mets un produit Mustela, par exemple, sur le marché, il est à destination d'un enfant, ok ? Donc l'idée, à chaque fois, c'est de dire, voilà, on protège la peau de l'enfant et le futur de sa peau. Bon, ok, super. Et on fait des très bons produits, je veux dire. Mais si à chaque fois que, pour faire ce produit, je dois extraire des matières premières dans des zones subtropicales où les rendements sont en train de chuter parce que les sols et la biodiversité sont en train de chuter, et donc finalement, je participe à l'intensité agricole pour aller prendre une huile de coco ou un truc comme ça, qu'en parallèle de ça, j'ai des matières premières qui rémunèrent mal les agriculteurs en question, que j'ai un emballage que je vais retrouver sur une plage, etc. Finalement, je porte beaucoup plus préjudice à l'avenir de ce gamin que le soin cutané qu'on va lui poser s'il a un érythème fessier, etc. Donc, la discussion qu'on a eue avec les membres de l'entreprise il y a quelques années, c'était de se dire, il faut qu'on fasse beaucoup plus. On ne peut pas juste diminuer petit à petit nos empreintes, parce qu'on ne peut pas décemment se lever le matin, aller bosser pour une entreprise en se disant, à chaque produit que je fabrique et que je mets sur le marché, je flingue encore plus l'avenir des enfants. Et de nos enfants ou de nos... Voilà. Donc, je pense que cette cohérence-là, aujourd'hui, c'est celle qui nous anime à se dire, je voudrais qu'on invente une économie qui réponde à un vrai besoin et pas à un besoin complètement fake qui sert à rien. Moi, j'ai bossé chez L'Oréal. Alors, vous n'avez pas dit, j'ai bossé dans une grande entreprise de cosmétiques pendant 15 ans. Et objectivement, c'était des gens très sympas et ça se passait bien. Mais c'est vrai qu'on nous a appris à morceler le visage des femmes en plein de sous-zones. Pour chaque zone, chaque type de ride, il y avait un produit différent, quoi. Et globalement, on va tous rider. Donc, certains d'entre vous, c'est déjà fait, d'ailleurs. Mais donc, partir du principe que l'économie, elle doit répondre à un vrai besoin, précis, utile. Et imaginons que demain, on soit en guerre en Europe. Je pense qu'il y a un certain nombre d'activités dont on va se passer. Et même les miennes. Hein. Donc aujourd'hui, les questions qu'on se pose au sein de notre boîte, c'est dans tout notre portefeuille de produits, c'est lesquels qui sont vraiment, vraiment essentiels à la vie des gens. Se laver, ok, donc on a des trucs qui lavent, donc ça, ouais. Se protéger un peu du soleil, et encore, il suffit de mettre un chapeau. Voilà, quand on a un eczéma atopique, ça, effectivement, il y a besoin d'avoir un traitement un peu sérieux. Mais voilà, en fait, on est en train de compter sur les doigts d'une main les produits dont on estime qu'ils sont vraiment dans le nexus, dans l'essentialité. Donc il y a ça, cette idée de ne faire que des produits qui sont réellement essentiels. Et ensuite, c'est de le faire en ne portant pas préjudice à la suite, voire même en contribuant à réparer, d'où la notion de régénératif et de réparation, qui est de dire finalement, si j'ai emprunté de la vie au sol pendant tant d'années, comment je fais ? Est-ce que je fous la paix à des friches pendant un temps pour que la biodiversité se retape ? Est-ce que voilà ? Et donc c'est ces sujets-là qu'on est en train d'essayer d'explorer, quoi. Alors merci, je vais essayer de répondre moi aussi à ces questions de la définition. Et finalement, en vous écoutant, ce qui m'est venu, c'est, si vous connaissez Simon Sinek, le Start with Why, What, How, c'est finalement la cohérence entre les trois, puisque le Why, c'est pourquoi mon entreprise existe. Et finalement, tu as très bien dit, Sophie, il y a beaucoup d'entreprises qui sont là pour s'auto-perpétuer et quitte à créer des besoins et d'extraire des ressources qui ne servent à rien, en fait. Donc, il y a cette première question qui est parfois très gênante. Et nous, dans la CEC, il y a plus de 1600 entreprises qui ont fait un parcours CEC et cette question-là, pour certains, ça a été très dur. Certains ont dit, finalement, dans mon entreprise, elle ferait mieux de ne plus exister. Donc, il va falloir qu'on crée soit une autre activité, soit qu'on arrête d'exister. Donc, ça, c'est la première question. Pourquoi elle existe, cette entreprise ? Le what, finalement, c'est qu'est-ce qu'on propose, ce produit, ce service. Et là, on touche les modèles d'affaires. C'est comment je vais gagner de l'argent. Comment est-ce que ça va être par faire du volume ou par améliorer la santé ? Qu'est-ce qui fait tourner, finalement, mon chiffre d'affaires et ma rentabilité ? Et donc, le modèle d'affaires. Et puis, le how, c'est comment je fais les choses. Et nous, on s'aperçoit
qu'il y a une grande cohérence dans les entreprises à visée régénérative sur le style de leadership, sur le travail sur la gouvernance, comment on partage la valeur, comment on partage les décisions, comment finalement socialement, comment ça circule en fait, l'énergie circule dans cette entreprise, comment on s'écoute les uns les autres, des démarches aussi d'humilité pour créer aussi du bien-être quand on va travailler dans cette entreprise. Et on ne peut pas avoir une entreprise à visée régénérative si tout est bien, mais si à l'intérieur, il y a du mal-être et qu'il y a de la souffrance au travail. Donc, ça fait aussi partie des marqueurs qu'on peut avoir pour l'entreprise régénérative. Et finalement, en un mot, c'est une entreprise où on se réaligne. On se réaligne les personnes et sur la mission de l'entreprise avec la société. Tu parles de marqueurs, moi j'ai... Voilà, alors les marqueurs maintenant, c'était la question d'après. C'est quoi les marqueurs ? Comment on pourrait reconnaître dans un champ de milliers d'entreprises, centaines de milliers en France, quelles sont celles qui ont des marqueurs ? On peut dire, tiens, là, il y a quelque chose qui est de l'ordre du régénératif. Moi, les 2 marqueurs que je me suis notés, ils sont un peu vastes et à l'intérieur, il y a plein d'autres sous-ensembles, mais le premier que je me suis noté, c'était la gouvernance. Parce que c'est cette idée de se dire finalement, comme dans le donut, il y a des besoins dans l'entreprise. Ça peut être le besoin de l'actionnaire, hein, et nous, on l'intègre en tout cas, mais au moins on dit, voilà, c'est pas des ratios qui augmentent infiniment. Mais vous avez peut-être un besoin d'avoir tant de dividendes chaque année ou un besoin de vous rassurer sur la pérennité de la boîte, le fait qu'elle ne sera jamais vendue à un fonds d'investissement. Et donc, il y a un peu le ratio d'endettement, par exemple, qui est un truc, qui a un besoin chez lui et qu'on peut comprendre. Mais il y a aussi le besoin des salariés. Et puis après, il y a le besoin de l'activité en elle-même, puis il y a les besoins de la nature. Et donc, c'est de se dire quelles sont nos limitations qu'on se fixe, et donc la gouvernance qu'on positionne dans cette entreprise pour s'assurer que tout le monde y trouve finalement son compte avec un bon équilibre. Et donc, ça nécessite cette notion de gouvernance, évidemment, d'aller chercher à monitorer avec la bonne boussole. Donc, compter absolument ce qui compte dans l'entreprise. Dans les entreprises, en général, on va compter surtout les euros. Et je veux dire, je critique pas ça. On a évidemment besoin de s'assurer qu'on a assez d'argent à la fin du mois pour payer les salaires. La trésorerie, c'est clé. Moi, j'ai pas mal de filiales, dont une aux États-Unis. Je peux vous dire qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc, on a quand même besoin d'être absolument sécurisé, quand même un minimum sécurisé sur l'aspect financier. En revanche, si on ne regarde que ça, on ne peut pas imaginer ce qui va impacter l'entreprise dans le futur. Je suis dans une zone, notre usine principale, elle est en Eure-et-Loire. En Eure-et-Loire, on sait qu'il va y avoir potentiellement des problématiques d'eau très fortes. Le cycle de l'eau de 2 manières. En hiver, énormément d'inondations. Donc ça veut dire qu'en plus l'usine est positionnée un peu en contrebas d'une pente. Donc on sait qu'on va avoir des frais énormes, des arrêts de l'usine parce qu'il y aura des inondations très fortes. Mais on sait aussi que les étés vont être de plus en plus secs. Et on a déjà eu des coupures d'eau annoncées par la préfecture qui ont touché un de nos voisins qui n'avait pas du tout diminué son usage de l'eau les dernières années. Il a été puni entre guillemets et il a eu 25 jours de coupe d'eau. 25 jours de coupe d'eau pendant un été. Donc c'est 1 mois de production en moins. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire des pertes financières monumentales. Donc, compter ce qui compte, c'est être capable aussi de regarder, évidemment, l'impact qu'on a sur les écosystèmes ou la société, mais c'est aussi comprendre que le franchissement des limites planétaires va avoir des impacts énormes sur les activités des entreprises. Et donc, ne pas penser à ça, ne pas le prévoir, ne pas l'anticiper, ne pas investir sur ces sujets-là, ça va faire de toute façon à moyen terme des entreprises qui vont s'effondrer complètement financièrement parlant. Donc cette gouvernance pour moi elle est clé. La deuxième c'est un peu une notion de se mettre en résonance avec le monde qui nous entoure et donc les notions de coopération qui pour moi sont absolument essentielles pour trouver des solutions. Donc c'est accepter de se décentrer. Notre entreprise n'est jamais seule au milieu d'un cercle. C'est un peu comme quand on pensait que la planète Terre était au milieu de l'univers. En fait, t'es pas au courant, j'en parle après. Et donc, le sujet là, c'est que non, l'entreprise que vous dirigez n'est pas au centre d'un univers. Elle est au cœur d'une chaîne de valeur. Dans cette chaîne de valeur, vous n'êtes pas le centre de l'attention. Et donc, être capable de comprendre que peut-être que vous modifier et anticiper les limites planétaires, etc., va sûrement apporter un bénéfice à vos concurrents, à la collectivité territoriale locale où vous opérez, à vos fournisseurs, à vos clients. Donc, cherchez finalement tout l'écosystème de coopération potentielle autour de vous qui aurait un bénéfice à tirer de votre transformation. Et en général, c'est ce qui va faire que même quand vous ne savez pas comment faire, vous allez voir les gens en leur disant si ensemble on y arrive, potentiellement on va tous y gagner. Et à partir de là,
vous travaillez ensemble pour vous dire, bon, ok, comment on pourrait changer notre modèle, par exemple, de contractualisation avec nos fournisseurs, pour faire en sorte que quand j'ai moi notre empreinte de biodiversité, elle est éminemment liée aux matières premières végétales qu'on achète, évidemment. C'est 97% de dépendance à la biodive dans mon activité. Donc l'effondrement de la biodive qui est parti, on le sait, ça veut dire que dans 15 ans, potentiellement, je n'aurai plus de sources d'approvisionnement disponibles. Si je ne me prépare pas, si je ne vais pas voir les fournisseurs pour leur dire j'ai besoin que tu travailles sur ta traçabilité, qu'ensemble, on aille voir les agriculteurs pour leur donner des moyens pour changer leur manière de produire, etc. Si moi, je dis juste aux fournisseurs démerde-toi, sinon je t'achète plus rien, il n'y arrivera pas. Donc de toute façon, j'aurais peut-être gagné une négociation, mais au final, j'aurais toujours pas de matière première dans 10 ans. Donc se décentrer et être capable d'aller chercher ces coopérations en se disant qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour tous y gagner. Donc pour les acheteurs, par exemple chez nous, c'est un changement total de métier. Un acheteur, en général, il a appris à négocier j'allais dire un truc, mais de manière très dure avec les fournisseurs sur la qualité quand même en général et le prix. Là, et peu importe d'où ça venait. Là, quand on leur dit, non, en première partie, on veut une très bonne collaboration où chacun y gagne, de manière à ce qu'il y ait de l'amélioration continue dans les années à venir, ça change radicalement sa manière. Il est dans une posture de coopération et non pas dans une posture de négociation dure, quoi. Et on le fait aussi avec nos concurrents. D'habitude, moi j'ai appris dans des écoles de commerce que globalement ce qu'on veut c'est de l'unicité, être les seuls à porter un truc. Et au début, le développement durable, c'était que comme ça qu'on l'envisageait. C'était une source d'unicité, de différenciation du produit pour le consommateur. Mais en fait, c'est horrible de s'imaginer que on veut être les seuls à pas flinguer l'avenir des enfants. En fait, non, on veut tous s'y mettre. Donc là, c'est pareil, un changement de posture, aller voir les concurrents en leur disant viens, on investit dans du vrac en pharmacie ensemble. Ça va pas nous faire gagner beaucoup d'argent au début, mais le pharmacien commence à comprendre que s'il apprend dans nos expérimentations, lui-même pourra potentiellement appliquer les nouvelles réglementations quand elles seront posées. Et la loi AGEC, pour le coup, les oblige à faire ça. Donc, il y a une coopération avec tout l'écosystème qui se fait et qui nous permet d'apprendre et de cheminer dans le bon sens. Merci Sophie. On peut applaudir Sophie pour tout ce qu'elle fait. Bravo. Parce que c'est du très concret. Et donc, on a deux marqueurs, gouvernance et coopération. Fabrice ? Alors, le marqueur qui, pour moi, fonctionne le mieux, après m'être trompé pendant des années, en pensant que les entreprises étaient capables de se réinventer elles-mêmes. Mais en fait, force est de constater que ce qui fait que les entreprises changent, c'est la régulation. Voilà. Alors, bon, on a vu ce qui se passe pour la régulation, donc on ne peut pas trop compter là-dessus. Un client, enfin plutôt un concurrent qui propose un truc complètement différent, il faut que l'entreprise s'aligne. C'est aussi un vrai marqueur d'innovation potentielle pour les entreprises. Mais ce qui nous concerne, là, pour le sujet qui nous concerne, si on veut que l'entreprise change vraiment, il faut que ça vienne des clients. Et que je me suis aperçu, moi, d'une chose, dans ma petite vie professionnelle, c'est quand on essaye de proposer à des collaborateurs dans l'entreprise et à la hiérarchie de ces collaborateurs qu'il faut qu'on fasse mieux sur l'environnement. Les mecs, ils nous écoutent, ils nous disent ouais, mais de quoi tu me parles ? De toute façon, le client ne nous le demande pas. Donc, s'il ne nous le demande pas, on ne va pas le faire. Donc, ça ne sert à rien. Donc, j'ai changé de stratégie et je vous promets que ça marche. Quand on avait vraiment envie de faire évoluer le truc, ça ne sert à rien d'aller en interne. Il faut aller voir les clients et leur dire, voilà, on vous a vendu un certain truc, ça a marché très bien, vous étiez très contents pendant très longtemps, mais il faut reconnaissez, vous et nous, que ce n'est pas quand même vraiment top, ni pour le social, ni pour l'environnement, et ce serait bien que vous puissiez devenir prescripteur de choses plus positives. Et alors, je vais vous raconter une petite histoire sur le réemploi. Voilà. Pendant des années, l'entreprise dans laquelle j'étais déconstruisait énormément de bâtiments, parce qu'il y a 1% du parc installé là, bâti, qui disparaît parce que il est obsolète ou parce que le propriétaire du bâtiment a envie de changer d'usage son bâtiment, donc il en reconstruit un autre, plus ceci, plus cela. Enfin, peu importe, il y a 1000 raisons de changer l'usage d'un terrain. Et donc, jusqu'à encore très peu de temps, qu'est-ce qui se passait ? Il y avait une entreprise de démolition, parce que ça c'est vraiment démolition, qui arrivait, qui rasait tout, qui cassait tout, et qui envoyait tout ça en déchetterie, en inerte, c'était des inertes, c'était enfoui pour l'éternité, et il n'y avait aucune récupération de ce qui pouvait être récupéré dans un bâtiment qui pouvait avoir 100 ans, mais qui pouvait avoir 30 ans aussi, et qui pouvait même avoir moins que ça. Donc un gaspillage de matières premières et d'équipements, mais 46 millions de tonnes par an. Je ne sais pas si vous voyez, 46 millions de tonnes par an. Et
quand on se disait, mais c'est quand même un peu con de jeter des chiottes quasiment neuves, des armoires électriques, des parquets, des poutres, des trucs qui... On se disait, mais quand même, là, ça pourrait encore fonctionner, hein, franchement. Hein. Mais à l'intérieur de l'entreprise, on nous disait, mais il n'y a pas de demande. Il n'y a pas de demande pour ces ça. Il n'y a aucune demande. Donc, on a pris notre bâton de pèlerin, on a été voir les bailleurs sociaux, les foncières, les promoteurs. On leur dit, si on vous garantit que les matériaux de seconde main qu'on va récupérer dans les bâtiments dits hors d'usage, qu'on vous apporte les mêmes garanties en termes de solidité que l'équivalent en neuf, la même assurabilité, la même fonctionnalité, et qu'en plus, eh bien, ça va faire baisser l'empreinte carbone de votre projet, parce que bien sûr, on n'aura pas besoin de refabriquer ces éléments. Bah, au bout d'un moment, on a des clients qui ont dit, si vous nous apportez toutes ces garanties, pourquoi pas. Mais il ne faut pas que ça se voit. Hein. Oui, vous inquiétez pas, ça ne se verra pas. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a commencé sur certains lots de faire des propositions. On avait un peu de stock, on leur a montré. Et quand c'est ultra nettoyé, etc., je vous promets qu'on ne voit aucune différence. Sur des parquets en chaîne qu'on a récupérés dans certains hôtels, une fois que vous l'avez poncé, que vous l'avez reverni, mais vous voyez aucune différence avec le neuf. Des armoires électriques qui sont passées à la vapeur, même si elles ont été pendant 30 ans un peu empoussiérées, vous les voyez, il n'y a aucune différence. Pareil pour des éviers, etc. Aucune différence par rapport au neuf, sauf que vous n'avez pas besoin de refabriquer. Et là, progressivement, les clients sont devenus prescripteurs de réemploi. Et au début, c'était moins de 1% du volume, puis après 2, puis après 3. Et maintenant, on sait qu'on va pouvoir, sur les bâtiments, arriver à avoir 30% de réemploi. Mais ça fait automatiquement 30% d'empreinte carbone en moins. C'est juste énorme, énorme, pour les mêmes garanties. Et c'est comme ça que cette société a créé une filiale qui est dédiée complètement à ça. Ça s'appelle Syneo. Et donc, comme il n'y a pas de temporalité entre le moment où on récupère ces équipements et le moment où on les réimplante, il faut les stocker. Mais ça tombe bien parce qu'il faut quand même les nettoyer, les repalettiser, les numériser. Donc, il faut souvent même leur apporter des petites fonctionnalités que le client souhaite avoir, ne serait-ce que d'un changement de couleur. Quand on récupère des lots de portes, 500 portes dans un bâtiment, elles étaient bleues. Bon, puis elles ont servi déjà un peu. Et puis le client, il les veut rouges. Il faut les repeindre. Mais est-ce qu'il y a besoin de les refabriquer alors qu'un simple coup de peinture suffit? Il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Et donc, cette économie du réemploi n'a pu voir le jour dans ce type d'entreprise parce que le client est devenu prescripteur. Et l'autre histoire que je raconte, et cette fois-ci, je ne l'ai pas vécu, mais on me l'a raconté, c'est tout le monde connaît la brique C'est qui le patron, la brique de lait, Nicolas Chaban. C'est extraordinaire ce qu'il a fait quand il a vu cette misère paysanne des éleveurs. Ils n'arrivaient même pas à se payer quand il les a été rencontrés. Il leur a dit, les éleveurs ont dit, il suffirait qu'on augmente la brique de lait, enfin le lait, de 8 centimes le litre et on arrive à se payer au SMIC. Mais lui, il s'est dit, ok, très bien, on va décomposer le prix ensemble. Et vous les payez pourquoi? Donc il a été voir les consommateurs. Et les consommateurs, vous voulez payer pourquoi? Alors les consommateurs dit, on veut payer déjà pour le producteur, parce que c'est quand même lui qui apporte 99% de la valeur quand même, c'est pas dégueulasse. Et puis c'est bien quand même qu'il y ait un minimum de bien-être animal, qu'il n'y ait pas trop de médicaments, donc que l'alimentation animale soit quand même la plus naturelle possible, avec des vaches à l'herbe, etc. Ça serait bien. Et puis après, dans la décomposition du prix, il y avait la décomposition du prix du lait classique, avec des coûts marketing formidables, avec le salaire de Lactalis très très haut, etc. Enfin des patrons. Puis là, ils ont dit, pour le marketing, on ne veut pas payer. On s'en fout, nous, si la brique de lait, il y a marqué lait dessus, ça nous suffit. Publicité, rien à péter. De toute façon, c'est nous qui ferons la publicité du truc. Et donc, ils ont complètement décomposé pour arriver au prix final, prix vendu au consommateur le même. Sauf qu'il y en a un, ça fait vivre le producteur, bien-être animal, etc. Et l'autre, ça fait surtout enrichir l'actionnaire. Résultat des courses, 6 à 7 ans plus tard, c'est la brique de lait la plus vendue en France, sans publicité, sans marketing. Et avec une traçabilité, enfin c'est juste une belle histoire ça. On reconnaît que c'est une belle histoire. Il faut le faire pareil dans tous les domaines. Voilà. Voilà. Merci Fabrice, cette passion. Ça nous amène vers la question qui est posée là, puisque je crois qu'on a défini les contours de cette nouvelle économie. J'espère qu'on l'a rendue désirable, cette nouvelle économie, et qu'on se dit qu'elle peut changer notre société. La question qu'on se pose maintenant, c'est finalement, est-ce que c'est juste une nouvelle mode et on est là sur cette conférence et on est en train de se faire plaisir dans une petite bulle, ou est-ce que c'est en train de devenir une nouvelle norme et on est en train de déplacer ce que deviendrait la normalité de comment faire du business en France?
Question pas facile, mais je sais que vous pouvez le faire. Nouvelle mode ou nouvelle norme? Dans ce tout petit milieu des gens qui nous connaissent déjà et qui connaissent un peu le principe, moi, le message que j'ai envie de faire passer, c'est que je pense que chaque penseur aujourd'hui sur ce sujet ou chaque acteur de ce sujet a quelque chose à nous apporter. Que ce soit sous le nom de l'économie régénérative, de l'économie contributive. À un moment, toi, tu étais à fond sur le contributif. Là, en ce moment, mon président, il est à fond sur Olivier Hamon avec la robustesse. En fait, on s'en fout du nom du truc. Et je pense que dans chacune de ces idées, elles ne sont pas toutes exactement pareilles, mais il n'y a pas d'opposition fondamentale. Ce qui est difficile finalement, c'est justement d'avoir des buzzwords en permanence où on se dit ah ouais, finalement le régénératif est mort, maintenant vu la robustesse, puis demain ce sera encore un autre truc. Je pense qu'il faut arrêter de travailler en buzzwords justement et plutôt réfléchir à comment on intègre tout un tas de méthodologies hyper efficaces, hyper intéressantes, et comment on arrive à l'intégrer non pas uniquement dans la direction développement durable des entreprises, mais à réellement les intégrer dans notre gouvernance d'entreprise et à les faire redescendre au plus bas niveau de l'échelle hiérarchique pour que ce soit la fin de fin du monde contre fin du mois, qui aujourd'hui est quand même un truc qui crispe énormément. Moi, je le ressens même dans mon entreprise, ce sujet-là, alors que je pense qu'on a beaucoup travaillé sur de la sensibilisation, mais on a engagé énormément d'investissements aussi, et du coup, ça nécessite de se remonter les manches. Il y a des gens pour lesquels le changement, c'est pénible, et c'est vrai que c'est pénible au quotidien d'avoir un poste de travail qui change dans une usine, etc. Et donc là, pour moi, le gros enjeu, il est d'aller réconcilier toutes les théories du changement qui peuvent exister pour se dire finalement elles sont toutes utiles, d'aller réconcilier plusieurs cercles de la société qui aujourd'hui ont tendance à se renvoyer la balle, le fameux dilemme triangle de l'inaction dont tu parles souvent. Et donc souvent les entreprises vont dire oui mais le consommateur veut pas acheter mes produits, le consommateur il dit ouais mais les entreprises elles me proposent pas les bons trucs ou c'est trop cher, et puis l'État globalement dit les citoyens votent pas pour ça. Les entreprises disent l'État met pas les normes et puis arrête pas de nous mettre de la fiscalité, etc. Donc à un moment, moi ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on arrive à trouver cette idée de régénération comme aussi une manière de réconcilier le débat au sein de la société et de faire en sorte qu'on se rende compte qu'on fait tous partie du même pays, qu'on a tous une casquette soit de citoyens, soit de membres de l'économie, et même un mec qui est en politique aujourd'hui, c'est un citoyen, c'est un consommateur. Donc il faut qu'on arrive absolument à réconcilier ces trois têtes-là. Et j'avoue qu'en ce moment, j'entends beaucoup cette polarisation très forte où on va plutôt aller taper sur le mec juste à côté qui est un peu d'accord avec nous, mais qui n'est pas tout à fait exactement d'accord, plutôt que d'aller chercher le type qui est vraiment à l'opposé, qui n'a absolument pas compris les principes. Voilà. Donc, essayons de faire en sorte qu'on se serre plutôt les coudes et qu'on arrête de parler systématiquement de nos divergences, mais plutôt d'aller chercher ce qui nous rallie et ce qui nous rassemble. Voilà. Merci beaucoup. C'est presque un programme politique, Sophie. On votait Sophie, ouais. Moi, j'y vais, et puis tu auras les 2 minutes de la fin, Fabrice. Parce que cette question me tient à cœur. Je pense que le premier point, ce que tu viens de dire, l'idée d'alliance entre les 50 nuances de régénératif, contributif, symbiotique, en tout cas, une nouvelle économie, tout ce qui est économie sociale et solidaire, elle est déjà très proche de ça, avec parfois une conscience sur le milieu planétaire peut-être qui peut encore s'étoffer. Donc voilà, faisons alliance entre cette vision d'une nouvelle économie qui fait vraiment du bien à la société à l'ordre 1, tout en visant une pérennité économique, bien sûr. Mais on remet les choses dans le bon ordre. Et moi, j'ai l'impression que ce qui peut faire basculer de nouvelles modes à nouvelles normes, c'est déjà que ça soit hype, que ça soit chouette. Donc donner envie de venir, être dans une écologie joyeuse et dire c'est là que ça se passe, c'est là que c'est stimulant. Ça fait la différence. Et aussi, moi, quand j'ai démarré mon projet, j'étais un peu sur l'idée d'un changement éthique, en disant c'est une question éthique de prendre soin de la planète et des générations futures. Mais plus on avance, finalement, le contexte géopolitique nous aide. Parce que là, pour la France, je crois que c'est une question de souveraineté. C'est une question en fait du futur qu'on va choisir, et c'est une économie du bon sens. Ça devient une économie du bon sens. C'est peut-être ça qui va nous faire passer de 3-4 vers 8-9 si on se reparle dans un an. Je suis vachement d'accord avec tout ce qu'ils viennent de dire. Ça, c'est clair. Pour faire des crêpes, il faut plusieurs ingrédients. Donc, s'il en manque un, c'est pas des crêpes, c'est autre chose.
Voilà. Donc, il faut tout ce qu'ils viennent de dire là. Et nous, ce qu'on va essayer de faire, et ce qu'on fait déjà au C3D, au Shift et avec Genact, c'est d'abord, savoir parler aux dirigeants, leur parler de modèle d'affaires, savoir parler aux clients, en leur parlant de santé, en leur parlant de bien-être, etc. Et pour ça, il faut bien sûr leur toucher le niveau émotionnel. C'est pour ça qu'on va continuer à fond C3D, et j'ai une administratrice qui est devant ici, sur le Play for Life. Qui a vu Play for Life ici ? Il n'y a pas beaucoup. Regardez sur TF1+, Play for Life, regardez ce spectacle. On va en faire de plus en plus. On va le décliner. Et c'est un spectacle vivant, avec des experts et des artistes, parce que ce qui nous aide à prendre conscience, c'est clairement le registre de l'émotion. Et c'est vraiment clairement le registre qu'on n'a pas vraiment beaucoup utilisé à la RSE ces dernières années. Et il va falloir qu'on change ça. Donc, ce registre émotionnel dont on a besoin, il faut que les artistes s'emparent de ce sujet pour rendre désirable ce changement de modèle. Des modèles économiques robustes basés sur l'économie circulaire, la vraie, c'est-à-dire le réemploi, l'économie à fonctionnalité de la coopération. Un changement de gouvernance où on va faire rentrer les clients dans la gouvernance de l'entreprise, les représentants du droit du vivant dans les conseils d'administration. C'est indispensable pour avoir un autre regard sur la validation des plans stratégiques. Et on va aussi avoir besoin, bien sûr, et c'est peut-être le plus important, d'arriver à raconter cette histoire d'une façon simple à ceux qui ont des idées déformées sur tous ces sujets. Et là, le temps presse, car on a des échéances électorales. Donc, il faut savoir aller parler à ces gens-là, parce qu'en fait, ce n'est pas eux qui sont les grands méchants. Eux, ils sont juste instrumentalisés par des discours simplistes. On le voit bien aujourd'hui. Ils ne sont pas du tout irrécupérables, ces gens-là, mais il faut aller leur parler. Il ne faut pas aller débattre avec les fascistes. Il faut aller débattre avec ceux qui votent pour eux. Je vous remercie. Merci. Eh bien, ça y est, on a terminé cette table ronde dans le temps imparti de 50 minutes. Un grand merci Fabrice et Sophie pour votre présence. Merci pour la qualité de votre écoute et puis tous en route vers le cap Régénération. Merci beaucoup.